Bonjour et bienvenue à tous pour l'interview. Aujourd'hui, je reçois Rudy Vervoort. Bonjour. Bonjour. Ministre-président de la région bruxelloise, en pleine rentrée. Et en pleine rentrée sociale aussi, puisqu'on a entendu parler ces derniers jours des gros problèmes à Charleroi, Caterpillar. Puis alors, l'annonce début de semaine chez AXA, beaucoup de licenciements, les difficultés d'Etias. Est-ce que vous avez peur d'un effet domino dans le secteur financier et assurance, par exemple? Il y a deux phénomènes différents. Un que nous connaissons, que nous avons connu à Bruxelles, celui-là des désindustrialisations. Je veux dire, un des enjeux de l'année qui vient, politique qui s'est achevée, c'était évidemment le maintien de l'outil Audi sur le site à Forest, qui a été réussi grâce d'ailleurs au fait que les deux autres régions fédérales on ait pu travailler ensemble. Je pense qu'ici, évidemment, on est dans un autre cas de figure qui est une fermeture pure et simple d'un outil qu'il va falloir évidemment reconvertir, travailler, parce que nous sommes tous, je dirais, concernés. Bruxelles aussi. On évalue à peu près à 12% de sous-traitants qui sont des entreprises bruxelloises. Donc là, il y a tout un travail qui va devoir être réalisé. Et puis un travail de solidarité aussi, évidemment, avec les travailleurs, pour faire en sorte qu'un certain nombre de travailleurs puissent trouver un emploi ici à Bruxelles. Je cite un exemple, le premier employeur public bruxellois, c'est la STIP. La STIP a besoin évidemment de travailleurs très qualifiés dans ce type de domaine. Et donc, sans nul doute, nous ferons appel à ces travailleurs-là. Donc la région est solidaire. Bien sûr, pleinement. Alors pour ce qui est d'AXA, le secteur financier en général, là on est, je dirais, une énième modification d'offres, de structures. C'est un secteur qui a connu beaucoup de mutations, de fusions, d'acquisitions. Aujourd'hui, on évoque la question de la numérisation qui entraînerait en fait la nécessité de se séparer d'un certain nombre de personnes. Donc on ne parle pas de fermeture. On est ici plus dans l'esprit de ce que la loi Renault peut apporter d'ailleurs de positif, la reconversion, les prépensions. Et bien évidemment, pour nous, évidemment, ça pose la question du maintien du secteur financier, de son devenir ici à Bruxelles. Et là, je ne manquerai pas, dans le cadre de la stratégie 2025, avec mon collègue Didier Gauzoin, de prendre un certain nombre d'initiatives avec nos acteurs publics, nos acteurs financiers publics, pour voir un petit peu quelles sont les pistes de solutions et quel est l'avenir de ce secteur qui est, lui, pour le coup, important à Bruxelles. Qui est important, qui demain pourrait l'être aussi. On a parlé au moment du Brexit. Est-ce que Bruxelles pourrait attirer aussi quelques acteurs financiers? Ce sera dans votre plan? Oui, 2025? mais il ne faut pas... Là, vous savez, on a très rapidement dit qu'il faut aussi un environnement fiscal qui soit extrêmement favorable à ce secteur-là. Et donc on doit oublier alors? Je pense que Londres pourra maintenir une certaine attractivité pour ce secteur. Alors le thème de rentrée du Parti socialiste, Elodie Roupeau, Laurette Onkelings ont vraiment matraqué ce thème, c'est la semaine des 4 jours, la réduction du temps de travail. Alors la région wallonne a annoncé qu'elle voulait mettre en place ça pour ses fonctionnaires, en tout cas les fonctionnaires âgés avec un travail pénible. Emir Kir ce matin disait qu'à la commune de Saint-Josse, il allait le faire. On en avait déjà parlé la saison dernière avec Bruxelles Propreté. Est-ce qu'il y a d'autres projets en région bruxelloise? Non, nous avons décidé au niveau public d'étudier un projet pilote à Bruxelles Propreté, parce que travailleurs, on trouve les deux problématiques, travailleurs âgés et pénibilité. Et donc l'idée est de développer un programme spécifique, voir ce que cela donne en pratique et en fonction des résultats, imaginer effectivement pouvoir l'étendre à d'autres secteurs. Donc c'est plutôt eux qui vous ont piqué l'idée? Non, les Wallons qui non, la réduction du temps de travail, la semaine des 4 jours, est une idée qui court depuis de nombreuses années. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, on travaille moins qu'il y a un siècle. Donc, je veux dire, on est dans un mouvement continu d'une diminution du temps de travail. Je pense d'ailleurs que c'est lié à un certain nombre de progrès. L'informatique, Internet, nos habitudes changent fondamentalement. Et donc, nous faisons de plus en plus de choses par nous-mêmes. On parlait des banques, mais vous savez, si vous regardez les choses, nous faisons beaucoup pour les banques. Aujourd'hui, c'est les virements, toutes les opérations, c'est nous qui les réalisons à la place de ceux qui le faisaient avant, les emplois bancaires. Donc tout ça amène des destructions d'emplois. Et on va encore connaître des destructions d'emplois, il ne faut pas se le cacher. Donc la vraie question, c'est une question de société. Quel modèle et comment est-ce qu'on envisage la vie? Parce que pour moi, l'économie est au service de l'homme et pas l'inverse. Et donc de voir comment on peut concilier les deux. Mais je pense qu'au-delà, je veux dire, des formules de style idéologique des uns et des autres, on va dans le sens de l'histoire en ayant une véritable réflexion sur le temps de travail. La seule question, c'est de savoir est-ce que c'est avec le même revenu ou est-ce que c'est avec des adaptations de revenus finalement? J'ai la faiblesse de croire qu'aujourd'hui,
on travaille moins et on gagne quand même plus qu'il y a un siècle. Donc, si on maintient ce cap-là, il n'y a pas de raison que ça change. Si on compare avec il y a un siècle, les rentrées scolaires n'étaient pas les mêmes non plus. Et pourtant, il y a quand même des choses où on n'est pas très content à Bruxelles. Vous vous êtes plaint la semaine dernière d'ailleurs de ce mauvais fonctionnement du décret d'inscription à Bruxelles et de la mixité qui ne fonctionnait pas. Ce que j'ai dit, c'est que dans le programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le programme de majorité, figure un petit point qui concerne l'évaluation de l'impact du décret d'inscription. Il a été voté il y a maintenant une dizaine d'années. Force est de constater qu'il pose question exclusivement à Bruxelles. En région wallonne, vous avez interrogé les parents, il n'y a pas vraiment de stress quant à l'inscription de son enfant. En revanche, à Bruxelles, je pense qu'il suffit d'interroger tous les parents dont l'enfant termine la 6e primaire pour se rendre compte que c'est un grand stress. Ce qui prouve que voilà, la situation actuelle, elle pose questionnement. Et donc, je pense, ce ne serait pas un luxe d'évaluer l'impact de ce décret, parce que je l'ai voté, moi, comme parlementaire à la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'objectif était essentiellement l'objectif d'assurer la mixité sociale. Enjeu bruxellois, s'il en est. A-t-on réussi? Oui ou non? Je pense que c'est une question légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une discrimination territoriale entre les Bruxellois en fonction de l'offre scolaire et du quartier dans lequel ils habitent? Je connais les réponses. Oui. La réponse est évidemment oui. C'est qu'on a un déficit d'offres dans le nord-ouest et on a une suroffre dans le sud-est. Sauf qu'avec l'application des critères, c'est un véritable maquis pour s'y retrouver dans les critères distance, vol d'oiseau. Aujourd'hui, un certain nombre d'élèves sont, de fait, discriminés, tout simplement parce qu'ils ont moins de chances d'arriver dans l'école où ils souhaitent être inscrits. Donc il y a ce problème-là. Je pense que c'est nécessaire. Ça a mis en évidence, évidemment, le problème lié au boom démographique, savoir la pénurie de places. Donc aujourd'hui, on sait exactement où se situe la pénurie. Mais aujourd'hui, on sait qu'il va falloir construire et créer beaucoup d'écoles. Mais il faut savoir où on va les construire, parce que c'est ça l'enjeu par rapport au décret d'inscription, si on ne modifie rien dans les critères géographiques. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, il y a toutes ces écoles qui aujourd'hui, et ça, c'est un des effets, je suis convaincu du décret d'inscription, il y a une espèce maintenant de dualisation des établissements scolaires. Il y a ceux où tout le monde veut aller, mais on reste peut-être qu'un temps d'ailleurs. Et puis il y a les autres, parce qu'on dit oui, mais regardez, il y a des écoles sans élèves, ou en tout cas insuffisamment. Mais à la fois, ce sont souvent des écoles qui, en 2e ou 3e cycle, ne proposent plus que des options techniques ou professionnelles. Tout parent souhaite évidemment à la base que son enfant fasse un... Mais quelle solution? Je crois que sur le constat... c'est déjà bien que... Non, mais je veux partager ce constat avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis après, les solutions... Et vous trouvez que ce constat, eux, ne le partagent pas aussi clairement? Ils en sont conscients. Le tout, c'est de savoir ce qu'on fait après. Donc, il faut travailler sur la qualité de nos établissements scolaires. Nous allons le faire dans le cadre de nos compétences. Moi, je ne dis pas que je vais faire du pédagogique à la place, c'est une compétence communautaire. Mais on doit améliorer le cadre de vie, la qualité des bâtiments, on doit travailler sur l'environnement extérieur, la sécurisation, tout ça pour faire en sorte qu'un certain nombre d'établissements retrouvent un peu de couleur et d'attractivité. Ça, c'est une première chose. Et puis, je pense, de déterminer géographiquement comment on va répartir l'offre scolaire. Elle est aujourd'hui inégalitaire. Et donc, il y a un enjeu territorial important qui n'est pas du tout le même en Wallonie. Et donc, je demande, et je pense que c'est légitime, qu'on puisse apporter des solutions plus spécifiquement bruxelloises, parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas ceux de la Wallonie. Alors, 2 questions quand même importantes par rapport à ça. C'est on a senti au début plutôt que le PS ne voulait pas revoir ce décret d'inscription. Là, avec ce que vous dites, c'est une révision du décret d'inscription, c'est pas juste une évaluation. Moi je porte la parole comme ministre-président de cette région. Et j'ai bien conscience des défis auxquels doit faire face notre région bruxelloise. Le défi de l'enseignement, par rapport à tous les problèmes que nous connaissons, il est fondamental. Il est sans doute partout, mais il a une coloration particulière ici à Bruxelles. Et donc il faut impérativement apporter des solutions qui permettent de donner, je dirais, une espérance d'épanouissement, certes intellectuel, mais professionnel, social, à nos enfants, à nos jeunes. On ne cesse de parler d'inclusion, de vivre ensemble, mais ça démarre à l'école. Et à Bruxelles, c'est un enjeu fondamental. Alors, la ministre a répondu en disant qu'elle était d'accord de vous voir et de discuter avec vous des besoins, effectivement. Donc, vous êtes prêt à installer à la table avec elle? Évidemment, on s'est déjà rencontrés par le passé.
la question pour moi n'est pas d'en faire une question politique, ni une question communautaire. Donc, il ne s'agit pas, parce que certains ont mal compris ça, je ne me positionne pas comme le Bruxellois face au Wallon. D'ailleurs, c'est assez curieux, parce que parler de la Fédération des Bruxelles, je pense que comme Bruxellois, on peut aussi exprimer des choses. Ce n'est pas qu'un débat intra-Wallon. Donc, ce n'est pas du tout ça. Et ce n'est certainement pas un débat que je veux entamer de manière, je dirais, conflictuelle avec un partenaire de majorité. Ce n'est pas mon style. Ceux qui me connaissent savent bien que ce n'est pas ma manière de travailler. Mais quand on dit des choses, voilà, le réinscription, on n'y touche pas, là, je me dis, non, ça ne va pas. Il faut pouvoir, effectivement, mettre les choses sur la table et de définir ce qu'il convient de faire dans l'intérêt des Bruxellois. OK, donc ce sera un chantier important dans les mois à venir. Certes. Chantier important dans les années, voire les décennies à venir, c'est ces grands projets bruxellois. D'abord, il y a les projets avec Belliris, tous ces travaux, je pense au métro, par exemple. Et alors, vous sembliez plutôt d'accord avec ce projet du Premier ministre qui était de faire un pacte d'investissement. Alors ça, donc c'est débloquer beaucoup d'argent à long terme, en essayant que l'Europe ne nous empêche pas d'utiliser cet argent. Oui. Quel est le problème aujourd'hui? Et ce problème, évidemment, se complexifie de par notre structure fédérale. C'est que chaque entité se doit d'arriver à une trajectoire budgétaire neutre et donc d'un retour à l'équilibre. Nous sommes à l'équilibre budgétaire à Bruxelles depuis maintenant 3 exercices, donc la situation budgétaire à Bruxelles n'est pas problématique. En revanche, notre capacité d'investissement, elle l'est. Parce qu'on parle, nous, d'un budget de 3 à 4 milliards. Si vous investissez 1 milliard, 1,5 milliard, rien que pour le métro, vous voyez qu'il y a un petit problème de soutenabilité. Ce n'est pas le fait de pouvoir être en capacité de rembourser l'emprunt. J'ai toujours dit, je ne demande pas d'argent. Je demande à ce que, budgétairement, c'est comptable, mais c'est important vis-à-vis de l'Europe et des engagements que la Belgique prend, que là, on ait une vision pluriannuelle des grands investissements. Ce que je vais faire aussi avec les communes, parce que dans l'entité Bruxelles-Région-Commune, ce même mécanisme joue. Et donc, on doit évidemment, je dirais d'une certaine manière, aligner les cycles d'investissement entre les 19 communes pour qu'à un moment donné, toutes n'investissent pas la même année. Okay. Donc ça, c'est le travail qu'on doit réaliser. Et les grands investissements pour Bruxelles, c'est quoi? C'est les grands investissements de mobilité, bien évidemment, les nôtres, le métro, les tunnels, mais les autres, ce que les autres doivent faire, je pense bien évidemment au RER. Parce qu'il c'est ça qui est prioritaire. Bien sûr, parce que pour moi, il ne s'agit pas de faire un glissement du RER vers le métro. J'ai lu un certain nombre de déclarations de mandataires et maires qui ne jurent plus que par le métro. J'ai envie de leur dire, c'est très bien, mais faisons d'abord le RER, parce que ça, c'est la responsabilité du niveau de pouvoir auquel leur formation politique participe. Et nous sommes prêts, évidemment. D'ailleurs, le projet Ligne 3 vers Bordeaux, et puis que nous allons prolonger à terme vers Uccle, c'est du concret. Ouais, donc les deux, quoi. Métro et RER, et chacun à son niveau de responsabilité. Et le faire en bonne intelligence pour qu'il y ait les bonnes connexions, évidemment. Alors, vous avez ce projet aussi de musée, alors on attend avec impatience de savoir qu'est-ce qu'on y verra, parce que on sait ce qu'on n'y verra pas. On y verra, ah oui, les collections de Mme Sleurs, vous ne les verrez pas. Les collections fédérales, on ne les verra pas. Mme Sleurs, c'est là. Alors, on a parlé de collections, de Guggenheim, de Pompidou. Est-ce que c'est la bonne piste, ça? Tout ça, ça fait partie des pistes qui sont sur la table, effectivement. Les décisions tomberont, je pense, encore ce mois-ci. Mais vous nous promettez que ce musée ne sera pas vide. Un musée vide, effectivement, c'est un concept particulier. Pour se dire, tiens, ça c'est le surréalisme à la belge. Oui. Non, j'ambitionne quand même d'y placer quelques œuvres d'art. Est-ce qu'il y a un autre grand projet que l'on pourrait faire à Bruxelles, donc Bilbao a son Guggenheim, Valence a ses bâtiments extraordinaires de Calatrava, et les grandes villes ont tous des super bâtiments. Alors est-ce que l'idée de Bruxelles 2030, c'est une manière aussi de dire qu'il y a encore des grands projets à faire à Bruxelles? Oui, parce que Bruxelles, capitale européenne 2030, c'est un autre volet. Parce qu'on peut donner le sentiment qu'avec le musée d'art contemporain, on part du haut. C'est à vocation internationale, rayonnement, évidemment, on a besoin de ça. Mais on a aussi un tissu associatif culturel extraordinaire, riche, diversité, à la fois culturelle, linguistique, enfin tout ça, c'est ce qui fait le melting pot bruxellois. Et ça, ce sera le terreau, évidemment, de Bruxelles 2030. Il faut le mobiliser aujourd'hui, tout simplement, parce que ça peut paraître loin, mais il faut porter des visions à long terme. 2030, c'est loin, mais la candidature, c'est déjà 2024. Ça veut donc dire qu'il est temps de commencer à y travailler. Et donc, je vais prendre un certain nombre d'initiatives dans les semaines qui viennent pour lancer le processus. On aura l'occasion d'en reparler, bien sûr, d'ici 2024 et 2030. Certainement. Merci Rudy Vervoort. Demain, une autre interview. Bonne journée et bonne soirée à tous.